Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, découvrez 4 reportages de nos bénévoles bien-aimés qui nous aident beaucoup à la création de nos programmes sur TV3V et qui bien entendu sont toujours les bienvenus. D'abord, un sujet sur la station d'épuration à Reichshofen nous est proposé par Michel Jelacic, puis nous partirons avec les pompiers de Niederbronn pour la traditionnelle journée des portes ouvertes avec Jacques Sauquet. Ensuite, nous inaugurerons la nouvelle allée en hommage à la ville jumelée de Batschenborn avec Francis S. Et pour finir, de bien belles voitures avec le Grand Prix d'élégance automobile, un reportage de Jacques Sauquet et Willy Schneider. C'est parti! Quel geste plus anodin que celui-ci? Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. La cabane au fond du jardin a cédé la place à un confort auquel nous ne prêtons même plus attention, sauf lorsque notre facture d'eau nous rappelle que plus de la moitié du coût est consacrée à la collecte et au traitement des eaux usées ainsi qu'à la lutte contre la pollution. C'est pour comprendre où vont nos eaux usées et notre argent que la station d'épuration de Reichshofen a ouvert ses portes au public, le samedi 25 juin. Installée depuis 1980 au sud de la ville, le long du Falkensteiner Bach, elle a été remise à niveau en 2003 pour la rendre conforme aux nouvelles exigences de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Le personnel accueille le visiteur et lui explique les différentes phases du traitement des eaux usées. C'est dans ce cadre champêtre qu'arrivent les conséquences de notre geste. Après avoir été débarrassé des corps flottants et autres gros déchets par un dégrillage, l'eau est amenée dans un premier bassin, le dessableur dégraisseur. Les graisses sont récupérées en surface, les sables par décantation. L'eau passe ensuite dans un bassin d'aération. Grâce à l'injection d'air, des micro-organismes transforment les pollutions en boue. Enfin, l'eau traitée est séparée des boues par décantation. Et après 24 heures de séjour dans la station, l'eau est rejetée à la rivière. Les graisses, les sables et les boues sont valorisés, réutilisés, notamment dans les travaux publics et l'agriculture. Sachez qu'en 2004, la station a traité en moyenne 1233 mètres cubes d'eau usée par jour et a produit 2430 mètres cubes de boue. À l'issue de la visite, des rafraîchissements attendaient les visiteurs. De quoi renouveler notre geste initial, mais en toute connaissance de cause. Donc cet après-midi, vous allez avoir une série de démonstrations qui vont être faites, donc des démonstrations conventionnelles, des démonstrations humoristiques, des démonstrations de nos jeunes sapeurs-pompiers, donc une manœuvre à l'enseigne. Toutes ces choses-là seront effectuées en mémoire de notre ancien collègue, et je tiens à le préciser. À votre équipe, Danos, on peut plus dormir tranquille là derrière. Ça va pas, monsieur? Non. Ça va pas? Non, fais voir. Oh, ça c'est une séquence. Non. Là, c'est vraiment parodié à son maximum. D'abord, les tenues sont complètement débraillées alors qu'on a une tenue normalement impeccable avec nos gilets signalisés. Chef, une Rolex pour la fête des pères la semaine prochaine. De l'argent. Ah, de l'argent. Des sous. Mais non, il n'y a pas. En général, les filles sont souvent des infirmières, donc nous on sort pour paramédicaliser, mais on n'est pas chef d'agré du véhicule.
C'est avec l'hymne européen que la Musikkapelle de Bad Schönborn ouvre les cérémonies d'inauguration de l'allée consacrée à la ville jumelée. Une délégation d'une trentaine de personnalités élues, le bourgmeister Rolf Müller en tête, accompagne le conseil municipal de Niederbronn-les-Bains à la découverte du chemin qui, partant de la place du bureau central, rejoint le kiosque du golf sur piste. Voici donc tournée une page supplémentaire de l'histoire du jumelage des deux villes. Débuté dès 1995 par des contacts interassociatifs, concrétisé en l'année 2000 à Bad Schönborn et en 2001 à Niederbronn par des signatures officielles, voici donc en plein centre l'allée Bad Schönborn, un lien supplémentaire pour cette aventure commune. Après le succès remporté par les 4 précédentes éditions du concours d'élégance automobile du Casino et de la ville de Niederbronn-les-Bains, il semblait naturel au Lions Club local de donner au public l'occasion d'admirer de magnifiques véhicules et leur équipage en costume d'époque en alternance avec des mannequins habillés par une boutique de la place et par un styliste strasbourgeois. Avec le comité officiel de Miss France. Sous un soleil baignant l'avenue Foch, les torpedos uniques de 1923, cabriolets Salmson de 1950, DS Palace et Rolls-Royce des années 60 ont servi d'écrin à ce défilé de mode. L'harmonieux mariage de l'élégance d'hier à celle d'aujourd'hui apporta un attrait indéniable tant pour les participants que pour les spectateurs. Une réussite pour cet événement qui restera inscrit dans les annales du Lions Club et de la ville de Niederbronn-les-Bains. Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Au sommaire de Mac 3V, 2 sujets nature déjà diffusés sur TV3V avec Michel Rauch, l'observation des oiseaux et les orchidées à Niederbronn-les-Bains. Alors pourquoi s'intéresser aux oiseaux durant la période hivernale ? Il y a plusieurs raisons. La première, la plus évidente, c'est qu'on peut les voir de tout près, en les attirant bien sûr avec des graines, de la graisse, des fruits, des pommes par exemple. On peut ainsi attirer une bonne trentaine d'espèces chez nous. J'ai un ami photographe qui en a attiré, lui c'est sa spécialité plus ou moins, il attend l'hiver pour faire des photos d'oiseaux. Il en a attiré, c'est un collectionneur également, 46 espèces différentes. Mais dans les vergers, en bordure des forêts, chez nous, on peut en faire une bonne trentaine. Et si on fait attention, sur les rebords des fenêtres, ils aiment bien venir, se réchauffer, ils sortent de la forêt, puis ils viennent chez nous, sur le bord de la fenêtre, une bonne vingtaine, sans problème. Le plaisir qu'on a à nourrir les oiseaux, et j'en verrai plutôt 3. Bien sûr, le plaisir de les voir de tout près, le plaisir de les nourrir, parce que c'est quand même quelque chose d'original. En été, ils ne viennent pas, alors qu'en hiver, ils se rapprochent tout près de la maison. Et pour le photographe, le plaisir de les voir pratiquement à travers une optique, c'est-à-dire une loupe. Et on les voit ainsi de tout près.
Et on peut voir les détails de chaque plume, le détail du fond de l'œil, le bec. Enfin, c'est vraiment un plaisir de les voir communiquer entre eux et de se nourrir en faisant la queue, en faisant la politesse l'un à l'autre. Ceux qui sont plus agressifs, ceux qui sont plus courtois, on voit un peu comment évoluent les oiseaux entre eux. Alors ça fait une bonne dizaine d'années que j'observe toujours au même endroit la fréquentation à la mangeoire, en utilisant donc les graines, la graisse et les pommes, et on se rend compte premièrement d'une diminution d'oiseaux. Ça c'est indéniable. Il y a des espèces qui sont beaucoup moins fréquentes, notamment les grands oiseaux, les bouvreuils. Les mésanges sont toujours là. Et selon les années, on n'a pas les mêmes oiseaux qui viennent. Il y a des années, on a la chance parfois de voir du jaseur boréal qui profite donc de la clémence de notre climat chez nous, alors que dans le nord, il fait très très froid. Si dans le nord de l'Allemagne ou de la Suède, il fait moins froid, il reste plutôt là-haut. On a des invasions parfois des tourneaux également. Cette année, j'en ai vu aucun. On a parfois des invasions de tourterelles. Cette année, j'en ai vu aucune. Parfois des invasions de grives, notamment la grive litorne qui adore les pommes. Quand il n'y a pas beaucoup de pommes dans les vergers, on voit très peu de grives. Donc tout ça, au fil des ans, change. La reine des mangeoires au niveau des oiseaux, c'est incontestablement la mésange. Alors des mésanges, déjà il y en a plusieurs. La mésange charbonnière, la mésange bleue, la mésange boréale, la mésange nonnette, la mésange à longue queue, la mésange huppée, la mésange noire, et j'en passe, rien que pour le cortège des mésanges. Ensuite, bien sûr, dès qu'un gros bec arrive, il se prend la place, il s'octroie toute la nourriture, et les mésanges n'ont plus qu'à aller voir ailleurs ou à attendre. Et de temps en temps, bien sûr, il faut qu'ils s'envolent également, surtout quand un rapace qui se nourrit des oiseaux, attiré par la foule, vient également au garde-manger. Alors, la plupart des oiseaux nichent dans nos forêts, mais en hiver, il faut savoir également qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui hivernent chez nous. C'est le cas du tarin des aulnes, ce petit oiseau jaune. C'est le cas du pinson du Nord, qui passe l'hiver chez nous et profite donc de nos mangeoires. Et surtout, bien sûr, des faînes de hêtre. C'est pour cette raison qu'ils sont venus chez nous. Dans les vergers, c'est là qu'on les retrouve le plus fréquemment, parce qu'ils ont les arbres pour se percher, ils ont l'espace pour voir venir les prédateurs. Dans la forêt, on ne trouve pratiquement plus rien. Trop près des habitations, ils sont toujours dérangés. Alors finalement, la quiétude, ils la trouvent dans les vergers. Alors si on place une mangeoire dans un verger, forcément, elle sera beaucoup utilisée et beaucoup fréquentée. Alors ces oiseaux, si on les retrouve autour de la mangeoire, certains vont nicher ensuite dans le verger, bien sûr, mais il faut savoir que les oiseaux sont cantonnés. Et pratiquement la plupart vont ensuite regagner le nord, regagner un territoire où ils seront maîtres chez eux et vont donc quitter le verger. Leur instinct grégaire, ils l'ont durant l'hiver pour chercher la nourriture, mais quand il s'agira ensuite de construire des nids et de nicher, ils se cantonneront dans un territoire bien donné, un milieu qui leur est propre et plus favorable. On ne trouvera pas deux mésanges charbonnières nichant dans le même arbre. Ça, on ne trouvera pas. Donc chacune va se faire son territoire. Le mâle chanter et la femelle couver, pondre ses œufs. Alors il y a un intérêt pour les nourrir, c'est sûr, le fait de les regarder, de voir leur balai durant tout l'hiver. Il y a l'intérêt de leur faire passer la mauvaise saison. Tout le monde n'est pas fourmi, certains sont cigales, donc si on les aide un peu à passer l'hiver, c'est bien. L'inconvénient, il y en a un aussi, c'est que tous ces rassemblements attirent les rapaces, mais également les oiseaux malades propagent aussi leurs microbes à ceux qui sont sains à la mangeoire. Et du fait, donc, il ne faut pas les nourrir toute l'année, tout le temps, parce que ça devient un milieu où les oiseaux peuvent également tomber malades. L'autre inconvénient de les nourrir trop longtemps, c'est également de les habituer trop à l'espace humain, et ensuite, quand le premier chat passe,
l'oiseau se fait croquer immédiatement, quoi, hein. Donc il faut les nourrir durant l'hiver, surtout quand il fait très froid. Mais ensuite, les oiseaux, c'est quand même des animaux sauvages, des oiseaux sauvages. Il faut qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Les hauts de Niederbronn, qui sont encore un endroit bucolique où on a beaucoup de variétés de fleurs et beaucoup de variétés d'orchidées. En ce moment, donc fin avril, parmi les primes verts, on trouve l'orchis mâle. On la reconnaît à ses feuilles tachetées. Certaines ne le sont pas, bien sûr, mais la plupart ont des feuilles tachetées. Une tige très longue et les orchidées, donc l'inflorescence, un épi avec de nombreuses fleurs violettes à l'extrémité. Alors chaque orchidée a pratiquement son histoire. Celle-ci s'appelle mâle parce que en dessous, il n'y a pas de racines, il y a 2 tubercules, 2 oignons qui ressemblent à des testicules, d'où son nom, donc d'orchis mâle. Et autrefois, on pensait même qu'elle avait des vertus aphrodisiaques. Un milieu qui est propice aux orchidées, c'est une pelouse bien ensoleillée et en plus préservée parce qu'on la fauche tardivement, ce qui fait que les fleurs peuvent se reproduire et terminer leur cycle, donc facilement s'épanouir, et on les voit donc de très loin. Tout près de Clairjoie, pour les habitués de Niederbronn, et ici pareil, on a une autre espèce d'orchidée qui ressemble à l'orchis mâle, mais cette fois-ci il s'agit de l'orchis bouffon parce qu'elle a l'habitude de changer de couleur. La plupart sont violettes, mais on trouve des blanches, on trouve des vertes, enfin toute la panoplie entre le blanc et le violet. On la reconnaît toujours parce que sur le label, il y a des petits points rouges. Et elle ressemble donc à l'orchis mâle. Cachée parmi la végétation et les autres orchidées, une orchidée très rare. Je vous la montre ici. On l'appelle l'orchis brûlée. Encore une orchidée qui n'aime pas donc les dérangements, les fauches trop précoces et qui aime les sols qui sont restés nature. Pas de pesticides, pas d'herbicides, pas de fumier. Elle ne supporte rien. Ces belles fleurs, vous ne pouvez pas les arracher ou les transplanter dans votre jardin. Elles sont en effet mycorhiziques, c'est-à-dire elles vivent en symbiose avec des micro-champignons. Et ces micro-champignons, on les trouve ici dans le sol et n'existent pas et ne peuvent pas survivre dans votre jardin. Encore une autre orchidée qui fleurit en ce moment, l'orchis pourpre, ici. Pourpre, parce qu'elle est rouge. Moi, elle me plaît beaucoup celle-là, parce que j'ai l'impression que c'est une bonne femme avec sa jupe blanche ponctuée de rouge et une coiffe rouge sombre. Et toutes ces petites bonnes femmes font la ronde autour de l'épi. Souvent, la botanique est un art très ardu. On dit souvent que c'est l'art d'injurier les plantes en latin. Mais beaucoup de gens sont venus à la botanique grâce aux orchidées. Ils se sont passionnés pour ces fleurs et petit à petit s'intéressent à l'ensemble des fleurs qui habitent les stations des orchidées. C'est un véritable spectacle, c'est une féerie de voir ça. Alors si on les cueille, le promeneur qui nous suivra ne pourra plus profiter de ce beau spectacle. Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours.